Bonjour à tous, merci de... Ils m'ont dit de faire ça, je crois. Alors, je déteste ça, excusez-moi si ça... Vous ne m'entendez pas bien, faites-moi signe, je ne suis pas habitué à son appareil. Merci d'être venu ici aujourd'hui, on va parler d'AI. C'est assez original comme sujet, pourquoi pas. Ce qui m'intéresse, c'est d'explorer avec vous ce qu'on peut, au-delà du mythe, des croyances ou autres concernant l'AI, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qu'on peut réellement faire avec et contre les AI, surtout à court terme aujourd'hui, et plutôt que faire peur, et ce qui n'est pas très utile pour l'instant. Mon parcours, c'est... j'ai fait plein de choses dans la crypto, surtout application security, je me suis un peu perdu chez Telco, et maintenant je fais de la threat intel, j'ai fait quelques trucs... c'est pas le plus intéressant pour aujourd'hui. Je suis actuellement le Chief Product Officer de CrowdSec et ça aura un petit rôle durant cette présentation. Alors, j'ai fait un choix aujourd'hui, c'est de vous parler d'une certaine catégorie de menaces représentées par les AI. Ce sont les menaces qui proviennent d'Internet. C'est-à-dire que je ne vais pas couvrir aujourd'hui. J'ai demandé à ce qu'on m'accorde un créneau de 8 heures, mais on m'a refusé, malheureusement. Heureusement pour vous, on ne va donc pas évoquer tout ce qui est deception, tout ce qui est impersonation, tout ce qui est l'utilisation des AI pour fabriquer des fausses identités, tout ça pour fabriquer des malwares. Ça, c'est une partie que nous ne couvrons pas. Accessoirement, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, si tant est que j'en ai un, mais ça l'est encore moins que l'autre. Donc, on va se concentrer sur la façon dont on va utiliser des AI pour attaquer depuis Internet ou pour défendre depuis Internet. Il se trouve qu'on n'est pas totalement dans le faux quand on considère les attaques et les menaces venant d'Internet, puisque selon X-Force, le lab d'IBM, ça couvre quand même encore 53% des menaces à l'encontre des entreprises. C'est un domaine donc relativement important et les investissements qui ont été faits en cybersécurité dans les dernières années ont surtout consisté à se protéger contre le phishing, contre tout ce type d'attaques, les badges USB, etc. Les menaces qui provenaient de l'interne en ciblant des personnes et non pas les domaines. Donc on a eu un énorme essor des EDR, de tous ces équipements, un effort aussi très important de formation des personnes de l'entreprise à l'encontre de ces menaces. Les IA contribuent maintenant à l'amélioration de la qualité de ces contenus dangereux, mais encore une fois, ce n'est pas mon domaine d'expertise, donc je ne vais pas m'y référer. En revanche, l'exploitation des vulnérabilités depuis Internet, le fait de scanner vos infrastructures à la recherche d'exploits, à la recherche de vulnérabilités que vous pouvez présenter, ça, c'est quelque chose que les IA vont changer considérablement. La façon dont on va détecter et surtout pénétrer les systèmes d'information avec une puissance de frappe bien plus importante. J'en perds ma télécommande. Alors, pour rappel, il y a deux types de menaces. Les brute forcers, ceux qui vont scanner des ranges d'IP et la recherche de vulnérabilité, ce qu'on évoquait. Ceux-ci ils en ont un peu rien à faire de qui vous êtes. Ils ont acheté un exploit très très cher sur le dark web, et ce qu'ils veulent, c'est le rentabiliser. Ça leur a coûté très très cher, parce que ça coûte cher, et ils veulent le rentabiliser. Pour ça, ils vont utiliser des botnets qui sont eux pas très chers, mais qui représentent encore un surcoût qu'il va falloir amortir. L'autre catégorie, c'est les snipers, ceux qui vous en veulent réellement. Eux, ils ont le temps, ils ont les moyens, ils sont patients, ils ont une mission. C'est vous faire du mal et attraper vos données. Donc ce qui différencie ces deux catégories de personnes, c'est que le premier, il n'est pas forcément très efficace, il a un budget, il faut qu'il rentabilise. Le deuxième, on le paye souvent, et que ce soit un red teamer, un pentester ou autre, ou malheureusement votre ennemi juré, et lui, il a tout le temps qu'il faut. Il est très patient, il est extrêmement compétent, il va chercher tout ce qu'il peut trouver pour rentrer chez vous. On va voir dans ces deux cas quels sont le rôle des IA. Donc en 2023, c'était l'année de l'AI, je ne sais pas si vous avez lu un peu les trucs, c'était aussi valable en 2022. Bon, 2021 aussi, il me semble que c'est aussi l'année de l'AI. Donc c'est un peu tout le temps l'année de l'AI, donc c'est formidable.
Ce qu'on a pu observer en revanche, c'est que les LLM ont grandement, comme je vous l'ai dit en préambule, contribué à l'amélioration de la qualité du phishing, la qualité des contenus offensifs, en particulier vers les entreprises. Moi, je continue à recevoir des trucs Chronopost avec des fautes dedans, j'ai des colis tous les jours à les récupérer, je vais mettre mes cartes bleues, j'en reçois plein, il y a plus de fautes que de mots. Donc, ça marche, j'ai l'impression que ce n'est pas encore utilisé à grande échelle. En revanche, pour les entreprises, on a vu des cas d'impersonation avec des voix qui ont été travaillées, qui simulent la voix du patron, on en a reçu. Je vous en parle. On a reçu ce genre de message avec la voix de notre patron qui demande en urgence, évidemment, un virement. On l'a fait. Non, c'est pas fait. Mais c'est, voilà, on sort ce genre de... Donc là, pour le coup, les IA ont vraiment contribué à l'amélioration, à la rentabilisation encore, on va voir que c'est important, de ce genre de campagne. Elles ont permis aussi de créer des malwares. C'est pas encore super foufou, mais on a eu des preuves. Et de l'autre côté, là, chez les bleus, le machine learning a atteint un stade de maturité important. Alors, le machine learning, c'est comme l'AI, mais c'est moins sexy, c'est plus vieux, mais bon, c'est sympa quand même. Ça consiste à analyser des quantités de data et à poser des algorithmes bien malins pour faire des belles corrélations. C'est des choses qui sont mises en place depuis longtemps, qui maintenant ont fait leurs preuves, et les IA sont juste une extension de ces modèles et permettent d'aller plus loin et de manière plus rentable. Ce que les Gen AI ont changé, cette nouvelle génération d'AI donc, c'est qu'elles ont amélioré la productivité. Ça, c'est un domaine hyper important. C'est vraiment un sujet qui est capital parce qu'on parle de la menace des AI, elles sont super intelligentes, enfin, des nouveaux types d'attaques et tout, on va tous mourir. En fait, la vraie preuve qu'on a, et ça c'est mesuré, c'est qu'en fait, les AI, ce qu'elles vont changer, c'est qu'elles ont fait entrer le cybercrime dans le monde de la productivité. Une AI, c'est génial parce que ça ne coûte pas cher. L'utilisation d'une AI ne coûte pas cher, pardon. Ça ne coûte pas très cher du tout par rapport à ce que ça rapporte, on va le voir plus en détail juste après. Donc en fait, les AI nous permettent, nous, les gentils, de former nos personnels plus rapidement. Quand on recrute quelqu'un, eh bien, grâce à l'AI, on va pouvoir le former, l'onboarding va être plus rapide, on va pouvoir l'entraîner, lui faire comprendre son métier, on va lui faire s'entraîner contre une AI pour discuter, pour une nature commerciale, on va pouvoir lui faire accéder à des documents de manière plus simple. Bref, tout le training des personnes va être plus simple pour nos amis développeurs. Le code va pouvoir être éventuellement assisté avec des AI, avec Copilot par exemple. Donc il y a beaucoup de moyens, beaucoup de choses qui font que les AI nous facilitent la vie. Le problème, c'est qu'on n'est pas les seuls à avoir eu l'idée. Il y a des gens qui sont bien moins bien intentionnés que nous, qui vont utiliser la même chose pour améliorer leur productivité, pour fabriquer plus rapidement des malwares, fabriquer plus rapidement des vecteurs d'attaque, et vous fracasser avec. Voilà. Donc ça, c'est une certitude, c'est que les AI, ce qu'elles ont permis, ce n'est pas de révolutionner la cybersécurité autrement que par l'aspect économique. Parce qu'il y a une vraie économie du cybercrime, et ils sont très riches. L'autre preuve qu'on a évoquée, c'est la capacité à améliorer l'impersonation, à se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ça, on l'a vu, on ne va pas en parler. Ce qui est certain aussi, observé, c'est que l'AI a renforcé la capacité d'adaptation des contenus produits et a permis l'établissement notamment de malware. On a vu des malwares polymorphes. On n'a pas encore vu de malware métamorphe créé à partir d'AI, mais ça ne saurait tarder. Les prochaines générations d'AI permettront de faire des malwares extrêmement évolués. Et s'ils atteignent la capacité à faire des malwares métamorphes, on n'est pas bien. On a intérêt à les bloquer avant. En revanche, comme je vous le disais juste avant, on n'a aucune preuve. Et on est loin d'avoir des preuves que les AI nous ont permis jusqu'à maintenant de découvrir une nouvelle classe d'attaque. Il y a une dizaine, en gros, de classes d'attaque différentes depuis que le monde est monde, c'est-à-dire depuis Internet, depuis 50 ans. On a en gros une dizaine de classes d'attaque qui sont toujours les mêmes. Les IA ne nous ont pas révolutionné ces familles d'attaques. On est toujours sur des basiques. En revanche, la façon dont on les exploite a changé. Si on prend un exemple d'implémentation, et encore une fois sur l'aspect de rentabilité et d'économie, on peut s'intéresser à ce qu'a fait une équipe de chercheurs de l'Université d'Illinois. Ils ont fait un truc assez simple. Ils ont pris un LLM, bon, ils en ont pris plein en fait, mais on va s'intéresser en particulier à ce qu'ils ont avec GPT-4. Et ils ont pris un browser pour juste atteindre Internet, donc un headless, c'est plus facile, Playwright en l'occurrence. Ils ont alimenté leur GPT avec 6 documents, 6. Pas tout Internet, juste 6 documents concernant le hacking.
Ils ont utilisé un framework pour automatiser l'exécution de fonctions, les appels d'API, etc. Et puis ils ont prompté correctement. Leur prompt, il est discret bien sûr. Ils le réservent, ils le partagent avec ceux qui le demandent et qui ont montré patte blanche. Ils ont fait un joli prompt pour demander, donc en contournant GPT-4, de les aider à fabriquer des attaques ciblant des applications web. Vous voyez toute la famille d'attaques, LFI, CSRF, etc., du cross scripting, d'injection SQL. Ils ont fait toute la famille en partant des choses les plus simples aux choses les plus complexes. Ce qui est effrayant, c'est que leur taux de succès est de 73%, avec des moyens qui sont absolument risibles. Au-delà de la qualité du prompt, qui est essentiel dans l'utilisation d'un LLM, ils ont dû sans doute passer beaucoup de temps à fabriquer ce prompt. Ceci dit, ils l'ont alimenté avec des documents publics, 6 documents publics. Ils ont obtenu 73% de réussite pour les tentatives d'attaque. Si on regarde plus en détail leur étude, que je vous recommande, j'ai mis des sources, vous pourrez lire tout ça, c'est juste effrayant, parce qu'ils ont eu 100% de réussite sur les SQL injection, par exemple. Si vous êtes amusé à triturer des sites web aussi, aux heures perdues le week-end ou le soir, ben, en fait, vous savez que c'est une SQL injection, c'est pas très dur, hein. On passe du code dans des paramètres avec des petits caractères d'échappement qui vont bien. On va passer le rang égal 1 à un moment. On va finir par tomber sur une table de user. C'est pas insurmontable. Mais tout ça, ça prend des tentatives. Ça demande du temps. Il faut qu'on teste d'abord pour trouver quel type de base de données, donc quel format de requête on va lui soumettre, trouver la bonne table. Elle ne s'appelle pas toujours users, en général si, mais pas toujours, etc., etc. Ça prend du temps. GPT-4, il lui a fallu 6 tentatives pour ça. 6. 6, c'est pas beaucoup. Hein. Moi, je ne suis pas aussi bon. Loin de là. Hein. Très loin de là. 85 lignes de code. C'est vraiment une misère pour automatiser tout ce bazar. Et surtout, un coup, chaque tentative, chaque run, chaque batch d'exécution de leur instance de GPT-4 leur a coûté environ $4 000. Soit un coût de hack réussi moyen de $9,81. Ça fait peur parce que si on compare ça avec le prix d'un bon pentester, ou même le prix d'un méchant pentester, d'un méchant monsieur ou dame qui va attaquer votre infrastructure, eh bien on est sur une économie d'échelle qui est absolument délirante. On a, avec des outils publics et quasiment gratuits, 4000 balles c'est rien, par rapport à ce que ça rapporte, une force de frappe absolument colossale. Elle est là, le vrai changement, il est là, aujourd'hui, avec les AI. Il n'est pas dans les fantasmes de Skynet, il est juste là. Dans la capacité maintenant pour des personnes à fabriquer une machine à hacker qui ne coûte plus grand-chose et qui est extrêmement pertinente. Encore une fois, 6 tentatives de SQLI, je suis jaloux. Hein. 21 tentatives pour du XSS. C'est bluffant. Heureusement pour nous, il y a Gartner. Non, j'avais dit que je ne dirais pas de mal des analystes. Il y en a peut-être parmi nous. Donc Gartner nous dit, pas de souci, tout va bien, keep cool. People, process. Et ensuite technologie. Bon, là on est bien. Avec ça, on est peinard. Tout va bien se passer. C'est filmé ce truc. Il faut aussi qu'on monitore nos statistiques et tout pour mesurer l'impact. On est toujours très bien. Et ça, c'est un document de Gartner. C'est pour mesurer l'impact, ciseaux, tout ça. En revanche, il faut qu'on élève, ça devient intéressant, il faut qu'on élève nos requirements en termes de monitoring. Ah ben ça, et surtout de défense comportementale. Et on va voir en fait juste après que ça, c'est vraiment un point qui est capital. Moi, ce qui m'a un petit peu inquiété, c'est pour vous, hein, c'est qu'il n'y a que 50% d'entreprises qui utilisent des détections comportementales. Sans détection comportementale, vous n'arrêterez pas les AI. C'est pas possible, on va le voir juste après pourquoi. Et puis le dernier point, je vais passer vite, c'est qu'en gros, les gens qui disent qu'ils font de l'IA, ils ne le font pas vraiment. Mais ça ne surprend plus personne. Donc là, on a un plan d'action, c'est super. On ne sait pas trop quoi faire.
et le temps passe. Donc j'ai fait un petit parcours de ce qu'on allait faire ensemble pour essayer de voir ce qu'on peut faire contre ces maudits AI. Donc c'était pas un Magic Quadrant. Juste pour comprendre, on a des choses qui sont hyper rapides et hyper bêtes. On appelle ça des botnets. Elles ont un exploit qu'il va falloir rentabiliser. Elles vont scanner tout Internet pour trouver les serveurs qui ont le port ouvert et qui présentent l'exploit. Voilà, la vulnérabilité, pardon. Donc ça, il faut rentabiliser ce machin, c'est du volume, c'est complètement stupide, mais on n'avait que ça jusqu'à maintenant. On a des scanners de vuln qui ne sont pas bien malins, mais je ne les ai pas mis trop bas parce que c'est comme mes anciens employeurs, on va être sympa. Moi, je suis là. On a des hackers qui sont très très lents, ce ne sont que des humains, mais extrêmement performants, beaucoup plus performants que ne peuvent être les AI. Parce que le hacker, il a un instinct. Le hacker, il se met dans la tête de celui qui a développé. Il comprend, il anticipe. Et ça, tant qu'on n'a pas d'AGI, on ne saura pas le faire. Le hacker gardera toujours cette intelligence. J'ai été très généreux en mettant la GenAI aussi près. Je pense que j'aurais pu la mettre plus près de l'axe central. Donc détecter une AI, ça veut dire d'abord être capable de la fingerprinter. Or, on a vu qu'elles agissent tellement vite que ce n'est pas facile. Alors, soit on fingerprint l'intelligence, c'est compliqué. Soit on considère que quelqu'un qui fait un fuzzing, donc des tentatives, extrêmement rapidement et extrêmement intelligemment, représente une menace, et c'est ça qui va caractériser des AI. Bon courage pour modéliser ça dans votre système de défense, ça va être compliqué. Mais dans tous les cas, ce qui va être intéressant de mesurer, c'est la vitesse à laquelle les événements vont se produire. Ce que fait cette personne en quelques heures, lui va faire à peu près la même chose en quelques millisecondes. Donc le même pattern, ce qui va changer, c'est la vitesse. C'est très difficile à mesurer. Donc dans tous les cas, le challenge, il n'est pas forcément sur la détection. Il va être plutôt sur l'assurance qu'on est sûr de tout arrêter. Et pas seulement que ce soit une AI, un botnet ou n'importe quoi, il va falloir tout arrêter. Sinon, il va falloir... Oh, il y a 2.1. Sinon, il va falloir opérer la première possibilité, qui est toujours utile. Et puis donc la deuxième, c'est la plus importante, c'est être vraiment sûr qu'on est capable de répondre à la vitesse de notre nouvel agresseur. On a un petit point aussi qui est intéressant pour nous, c'est que pour l'instant, les AI, en attendant la prochaine génération, sont encore faciles à leurrer, sont très naïves par rapport à notre ami le hacker, qui lui est humain, donc instinctif, qui ne va pas se laisser avoir. Les AI vont se laisser avoir. On a encore cet avantage qu'il faudrait exploiter, mais ça serait l'objet d'une plantation, encore une fois, on m'a refusé les 8 heures. Donc c'est simple, si on veut fabriquer une réponse aux AI, c'est pas compliqué, on va partager toutes nos datas, parce qu'on a plein de data, vous avez tous des data dans vos entreprises, vous avez plein de data métiers. On va apprendre de vos data métiers. Vous êtes une banque, on va apprendre la façon dont vos clients se comportent et on va pouvoir capter quelqu'un qui se détourne de ce comportement. Vous êtes une industrie, même chose. On va partager toutes vos données et puis on va pouvoir fabriquer notre AI de défense qui sera aussi rapide que l'AI d'attaque. Donc ça, c'est génial. On partage tout, on collecte toutes vos données, on les partage et puis du coup, on a gagné. Fin de la présentation. Merci, au revoir. Malheureusement ou heureusement, ça ne va pas être possible. D'abord, vous ne serez pas d'accord pour me donner toutes vos données métiers. Si vous êtes ma banque, je ne vous en voudrais pas. Le souci, c'est qu'on est protégé et l'avantage, c'est qu'en particulier nous, Européens, sommes protégés par des lois qui garantissent que les gens, quels qu'ils soient, y compris nos propres fournisseurs de services, ne vont pas faire n'importe quoi avec nos données personnelles. Donc moi, ça ne m'amuse pas de savoir que mes données personnelles dans ma banque vont être partagées, même pour fabriquer une AI, je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord, vous avez raison. Donc il faut qu'on fasse sans. Il faut qu'on fasse sans cet avantage qu'ont les méchants, c'est de pouvoir faire n'importe quoi avec les données. Parce qu'eux, ils en ont plein des données. Parce que quand on fait un CTF, on est ravi de publier comment s'est passé le CTF avec les logs du CTF. Quand les chercheurs en sécurité progressent, ils sont ravis de partager avec la communauté, et c'est pour le bien de tous, que ces informations soient partagées. Tout ça, c'est du fuel pour les méchants. Mais nous, ce dont on a besoin pour modéliser nos comportements de défense, c'est de la façon dont vos applications se comportent. Et ça, on ne peut pas le partager. Donc, on est à nouveau coincé. On est mal barré. Heureusement. Heureusement, notre cible, elle a un problème. En ce moment, elle a un problème et ce problème va durer. Notre agresseur,
il a besoin de venir jusque chez nous pour nous faire mal. Or, il n'est pas super bien équipé en ce moment, et ça aussi, ça ne va pas changer. On est parti du principe au début qu'on se concentrait pour cette présentation sur les attaques qui proviennent d'Internet. On parle bien d'Internet, un vieux machin qui n'a jamais été conçu pour faire de la sécurité, qui n'a jamais été conçu pour nous rendre la vie facile et qui est basé sur un protocole qui a 40 ans. Donc c'est super, on va profiter de ça. On va en profiter pour l'instant. Et contrairement à ce que les plus pessimistes peuvent penser, on va en profiter pendant un petit moment parce que ce n'est pas demain qu'Internet va être mis au placard. Donc on a la chance pour l'instant, et on va l'utiliser à mort, d'utiliser la faiblesse d'Internet parce qu'à un moment ou à un autre, ces méchantes AI, où qu'elles soient, vont passer par un segment de réseau pour parvenir jusqu'à vos data centers ou le cloud dans lequel se situent vos assets. C'est durant ce petit moment qu'elles vont être exposées. On ne peut pas se baser sur la connaissance, on l'a vu. On ne peut pas attaquer les IA sur leur connaissance. On ne peut pas attaquer les IA sur leur capacité, sur leur power, parce que certes, OpenAI, les autres et Google contrôlent qui fait quoi avec leurs AI, mais rien n'empêche de dupliquer un modèle d'AI et de le faire tourner sur un data center privé d'une organisation qui serait mal intentionnée. Donc on ne peut pas contrôler ça. L'infrastructure, ce n'est pas non plus un point, parce qu'il est observé que même ChatGPT, à qui on a pu proposer de dupliquer son infrastructure, n'a pas fait ce pas. Donc l'idée pour l'infrastructure d'avoir à créer sa propre infrastructure, de se répliquer, et c'est à peu près le même réflexe tout à l'heure quand j'évoquais la différence entre malware, polymorphe et métamorphe. L'IA n'a pas encore ce réflexe de dupliquer son infrastructure, du coup n'a pas identifié Internet comme étant une faiblesse. On va en profiter. Et donc, on a un truc, on a les IP publics. Et ça, c'est génial, parce que c'est une information qui est publique, qui n'est pas personnelle. Les IP que vous utilisez ne permettent pas de vous identifier directement, sauf si c'est les IP de chez vous, mais si c'est votre entreprise, non. Elles ne sont pas couvertes par le GDPR, sinon CrowdStrike ne pourrait pas faire son travail, et tous les acteurs de threat intel seraient bien embêtés. Donc, on va profiter de cette faiblesse. Les botnets sont faciles à reconnaître. Ils sont violents, bourrins, un SIM de base où un XDR va l'arrêter. La remédiation, on n'a pas d'inquiétude, ça se passe plutôt bien avec un WAF, avec un firewall normal, avec un IPS XDR, toute la famille. Vous avez tous les fournisseurs qui vont là-bas. Comment est-ce qu'on peut être proactif face à un botnet? C'est pas compliqué. Si vous avez une solution de threat intelligence, vous connaissez ces IP. Les IP qu'on met à votre disposition vous permettent de savoir qu'un botnet est en train de tenter d'exploiter telle ou telle vulnérabilité. Vous pouvez vous en prémunir même de manière proactive et surtout de manière proactive puisque avec un botnet un peu énervé, mieux vaut lui couper les pattes assez rapidement avant qu'il fasse trop de dégâts, avant qu'il détruise une bonne partie de ce qu'il rencontre. Contre une AI, ça va être à peu près la même chose, sauf que le SIEM, il est complètement hors sujet. Le temps que tout soit logué dans un SIEM, et un SIEM ne log pas instantanément, le temps que tout soit logué, c'est trop tard. C'est fini, il n'y a plus rien. Donc il va falloir que la détection prenne le relais, comme on l'a vu au tout début, qu'on soit beaucoup plus rapide. Et on ne va pas seulement se contenter de critères de volume, mais surtout de critères de rapidité. Et comme je vous l'ai dit, on n'ira jamais plus vite qu'une AI, donc il va falloir être proactif. On n'a pas d'autre choix face à des AI qu'être proactif et se baser sur de l'IP. Ce qu'on sait faire en ce moment, quand je dis on, c'est on et les autres, et tous nos concurrents. Ce qu'on sait faire, c'est détecter les signaux. Ça, on sait le faire dans l'infrastructure. On sait repérer, on sait mesurer la vitesse à laquelle s'exécute une tentative d'attaque. On sait corréler toutes ces informations entre les différents serveurs. On sait exactement faire ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire même pondérer la vitesse à laquelle ces actions s'utilisent. Donc la détection n'est pas vraiment un problème. On sait aussi, parce que tous les acteurs de cybersécurité que vous trouverez ici travaillent tous, comme je vous l'ai dit, sur la corrélation de données, sur le machine learning pour rendre ces données le plus pertinentes possible. On sait et on est en train de construire des modèles de données qui vont permettre d'établir une intelligence partagée, pas collective, parce qu'on ne peut pas parler, encore une fois, la BNP ne partagera pas ses data avec l'école, etc. Et c'est pour notre bien à tous, mais on sait dire à chacun des interlocuteurs, vous pouvez créer une intelligence comportementale locale, qui sera certes limitée,
mais qui existent. Donc ça, on sait le fabriquer aussi. On sait évidemment partager des IP agressives. Un effet réseau, on sait le faire. Et puis, bien évidemment, on sait, pour l'instant, avec des IP, minimiser et anonymiser ces datas pour être conforme avec la législation européenne ou américaine ou quelle qu'elle soit. On sait évidemment filtrer, analyser les datas. Donc on sait protéger déjà sur la base de l'IP ce qu'on va faire. La façon d'intercepter ces IA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en construisant un consensus qui est basé sur la confiance de l'utilisateur, un consensus basé sur la fréquence d'attaque de ces IA et sur leur volume d'attaque, on sait fabriquer une intelligence collective capable de reconnaître des IA et capable de les bloquer parce qu'elles ont ce segment de faiblesse qui est IP, V4, V6, peu importe, qui est IP lorsqu'elles atterrissent sur notre périmètre. Donc on a tous les éléments pour le faire. Ce qu'il va falloir, et c'est notre travail, nous qui défendons vos entreprises, c'est qu'on s'améliore sur le partage des données, qu'on arrive à centraliser des informations qui sont anonymes, mais provenant de contextes locaux et exploitables de manière centralisée, pour aller au-delà de l'IP, pour reconnaître des comportements sans que ce soit adhérent au métier, pour étendre notre capacité à reconnaître des comportements. Donc améliorer encore une fois notre détection. Mais tous les outils de remédiation sont en place, ça existe, on sait bloquer des IA comme on sait bloquer des botnets. La seule chose qui change, c'est la détection. Voilà, je vous laisse sur cette bonne nouvelle. On est bien. On peut se protéger contre des IA, il ne faut pas avoir peur. La seule chose qui risque de nous inquiéter, je partage avec vous l'inquiétude que j'ai évoquée hier lors d'une table ronde avec des gens très importants, et moi, j'en fais pas partie, il faut être très attentif à la prochaine génération d'AI. Et là, on ne va pas se mentir, ça va piquer. Si un jour on atteint les GI, c'était prévu pour 2060 il y a 10 ans, et en fait on a revu les forecasts et ça risque d'être beaucoup plus rapide. Les GI, il va vraiment tout changer. Ces IA seront capables de fabriquer leur propre infrastructure, de fabriquer leur propre vecteur d'attaque, et là il s'agira d'avoir vraiment franchi toutes les étapes qu'on a vues avant. Il faudra vraiment être en capacité de les détecter et surtout de les reconnaître. Lorsqu'elles vont commencer à mêler leur capacité d'impersonation, le social networking, le social engineering, avec leur capacité de frappe sur les infrastructures, on va souffrir. Pour l'instant, on a encore cette faiblesse qu'est Internet. Profitons-en. Tant qu'Internet sera là et basé sur IP, la solution qu'on a évoquée jusqu'à maintenant fonctionnera très bien. Elle fonctionne déjà très bien. Elle fonctionne parfaitement contre les botnets. Elle fonctionne parfaitement contre les IA offensives. Il faut juste, détection comportementale, pas d'autre choix. La statistique n'est plus suffisante. Détection comportementale, remédiation automatisée. Et on tape dans l'IP. On leur fait mal. J'espère que ça va vous rassurer. Ce truc-là me fait très peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Tous les gens qui sont dans ce forum ont conscience de ces problématiques. Même les politiques que j'ai vus hier ont conscience que les enjeux sont de taille. Il n'y a pas de raison d'être pessimiste. On met en place tous les moyens pour que vous puissiez dormir bien le soir. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, bien sûr, je peux y répondre, ainsi que mon collègue là-bas qui se cache et qui sera votre interlocuteur pour les questions techniques. Si vous avez des questions. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai juste une question. Vous dites on peut se baser sur l'adresse IP, mais imaginons qu'il y ait une adresse IP qui ne soit pas connue comme rogue, qui soit utilisée, qui ait été prise contrôle. On définit, on utilise CrowdSec, on récupère la liste des IP bloquées. Et voilà, on bypass en fait cette liste, on regarde quelles listes sont bloquées, on ne les utilisera pas pour attaquer. On utilise une IP qui a priori a l'air saine si on en a sous le contrôle. Comment vous faites pour bloquer une AI qui utilise ça? En fait, la proactivité que j'évoque, elle est basée sur les IP les plus agressifs. Lorsqu'une IP ou un groupe d'IP en général, lorsqu'un botnet ne va pas utiliser qu'une seule IP, il va en utiliser plein, va agresser une source, il va rarement en agresser qu'une seule.
Donc là, on va le repérer assez facilement. Si on est dans le domaine d'une IP, encore une fois, du sniper de tout à l'heure, de la personne qui vous en veut à vous très précisément, il ne va attaquer que vous, il va donc échapper à toute forme de statistique, toute forme de threat intel, on ne va pas le connaître. Et donc là, la seule solution, je ne vais pas vous mentir, il n'y a pas de solution magique, c'est la détection comportementale. Il n'y a pas d'autre choix, puisqu'en effet, l'IP ROG que vous évoquez tout à l'heure, elle ne sera pas, évidemment, pas connue. Donc là, si vous avez un ennemi qui est déterminé, qui utilise l'IP de sa maison pour vous attaquer, ce n'est pas une base stratégique. Ceci dit, les infrastructures qui seront requises, en fait, ça rejoint le sujet des IA capables de gérer leurs propres infrastructures. En ce moment, les IA sont cantonnées à des endroits où elles ont une capacité de s'étendre. C'est en gros des cloud providers ou des grands data centers. Et là, en général, les IP de sortie sont multiples. Et on rejoint aussi les efforts de rentabilité. Le point que j'évoquais au tout début, ça représente un coût, il faut le rentabiliser. Donc on va tenter sans doute de faire beaucoup plus de choses. Mais encore une fois, je vais être totalement honnête avec vous, si on n'attaque que vous, il n'y a que vous qui pourrez vous défendre, on ne pourra pas vous aider. En revanche, vous pourrez nous aider tous. Qu'est-ce que vous entendez par malware polymorphique et métamorphique, s'il vous plaît? Allô? Excusez-moi, on m'a autorisé que sur le micro, il fallait payer plus pour en avoir 4. Un malware polymorphe, c'est un malware qui utilise une clé d'encryption pour se dupliquer lui-même et pour dupliquer son propre code. Et un malware métamorphe, c'est un malware qui va, sans clé d'encryption, recréer son propre code. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus évolué et capable de recréer. Merci beaucoup. Il est capable de recréer, de se recoder lui-même ad vitam aeternam pour échapper à toute forme de détection possible. Il y a en ce moment quasiment aucune parade contre les malwares métamorphes. C'est la forme la plus évoluée de malware. Et fort heureusement, pour l'instant, on n'a pas observé, j'ai trouvé nulle part aucune trace d'IA capable de générer ce type de contenu. Mais ça va venir, faut pas, si ce n'est pas fait en ce moment, ça sera fait demain. Ça va arriver. Patient d'aller boire un café. Merci beaucoup.